Il est 10h33. Allez, soyons terre à terre. Soyons terre à terre, notamment avec ce qui se passe, évidemment, la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Terre à terre, Volodymyr Zelensky est terre à terre, lui. Il demande des avions de combat, tout simplement. Tournée européenne, d'abord Londres, ensuite Paris hier soir, avec ce dîner. Emmanuel Macron, Olaf Scholz. Ensuite, ce départ ce matin à 8h30 avec Emmanuel Macron en avion en direction Bruxelles. Là, rencontre avec les 27 pays de l'Union européenne. C'est un sommet de l'Union européenne. Volodymyr Zelensky qui réclame des avions de combat le plus tôt possible. Avec nous pour parler de cela, Marc Chassillan, qui est consultant spécialisé dans les questions de défense. Marc Chassillan, bonjour. Bonjour Jean-Luc Bourdin. Merci d'être avec nous, ça me fait plaisir de vous avoir. Nous allons parler de ces avions de combat. Alors, première réponse, pour l'instant, seule réponse, elle vient de Londres. Londres, pour l'instant, ne dit pas vouloir livrer des avions de combat, mais Londres se prépare à former des pilotes ukrainiens. Mais formation de pilotes ukrainiens, très bien, mais sur quels avions ? Alors, quand on lit attentivement la déclaration d'hier des Britanniques, on lit entre les lignes qu'en fait, cette formation va surtout concerner ce qu'on pourrait appeler les protocoles et les procédures de l'OTAN. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne dépend pas forcément de l'avion avec lequel vous vous formez. C'est un peu indifférent. L'essentiel, c'est que ce soit un avion qui soit construit suivant les normes occidentales avec un certain nombre d'équipements qui lui permettent justement de s'intégrer dans un dispositif de guerre aérienne de l'OTAN. Voilà. D'accord. Donc essentiellement des F-16 américains. Alors, les F-16 sont un modèle possible, sachant que les Britanniques n'ont pas de F-16. Oui, ils ont des Typhoon, des Typhoon et des F-35, c'est ça ? C'est exactement ça, des Typhoon et des F-35, et puis ils disposent aussi d'un avion de formation qui est pas mauvais, qui s'appelle le Hawk, et qui peut aussi servir d'appareil de formation pour ces pilotes ukrainiens. L'essentiel étant de former ces pilotes, encore une fois, à des procédures et des protocoles de l'OTAN. Oui, mais Marc Chassillan, un pilote ukrainien qui est formé par les Anglais, je ne sais pas, qui va piloter des Typhoon, qui va piloter des F-35, est-ce qu'il est capable aussi de piloter le lendemain ou quelques semaines plus tard des F-16 ou des Rafales ou d'autres avions de chasse? Alors, c'est ce qu'on appelle dans le jargon de l'armée de l'air, c'est ce qu'on appelle la transformation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes pilote de chasse, je ne dis pas que vous savez tout piloter, c'est pas du tout ce que je veux dire. Si les pilotes m'entendaient, ils sauteraient au plafond. Mais vous êtes ce qu'on appelle transformé. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'armée de l'air, un pilote qui passe de Mirage 2000 à Rafale, eh bien, il a un parcours dit de transformation. Et donc, au bout de quelques semaines ou quelques mois, ce pilote, qui fondamentalement est un pilote et qui maîtrise toute la technicité du pilotage d'un avion de chasse, est capable de passer sans trop de douleur d'un Mirage 2000 à un Rafale. Donc j'imagine que pour les pilotes ukrainiens, qui sont évidemment des pilotes, qui ont piloté des MiG ou qui ont piloté des Sukhoi, le fait de passer de ces avions d'armes d'origine soviétique à des avions occidentaux va se faire de manière un petit peu plus difficile. Mais fondamentalement, ce sont des pilotes, donc ils seront transformés. Donc évidemment, ça prendra du temps, mais ça ne prendra pas autant de temps que quelqu'un qui n'a jamais piloté et qu'on met brutalement dans un Typhoon. En tout cas, c'est passionnant ce que vous nous dites, Marc Chassillan. On a besoin de ces précisions. Je crois qu'il y a aussi des Ukrainiens qui sont actuellement entraînés aux États-Unis. J'imagine qu'il y a des pilotes ukrainiens entraînés aux États-Unis sur des F-16. Alors ça, c'est tout à fait possible. C'est une information que je n'ai pas et que je n'ai pas... mais moi non plus, que je n'ai pas vérifié, mais que j'ai lu ici ou là. Oui, absolument. Voilà, ça fait partie des informations qui traînent, comme on dit, et qui permettent d'avoir une idée. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que le contraire serait étonnant. En clair, oui, on soupçonne fortement que des Ukrainiens soient déjà en formation quelque part dans les pays de l'OTAN, on va dire ça comme ça, plutôt que de dire que c'est aux États-Unis, sur du F-16. Alors pourquoi le F-16 ? Parce qu'en fait, c'est le modèle sans doute le plus répandu au sein de l'OTAN aujourd'hui, et qu'un certain nombre de F-16, mais je mets ça au conditionnel, pourraient être libérés au fur et à mesure que certains pays européens touchent leur... Oui. Je comprends, Marc Chassillan. Voilà. Oui. Je pense en particulier aux Pays-Bas, à la Belgique ou à la Norvège. Oui, qui pourrait libérer quelques F-16, quelques avions. Marc Chassillan, alors regardons un peu. Imaginons, des avions sont libérés par ces pays
fin février, je dis ça comme ça, hein, je n'ai pas d'informations particulières. Il faudrait combien de temps pour que pilotes et avions soient opérationnels dans le ciel ukrainien ? Alors ça va dépendre de beaucoup de choses. La première, c'est la disponibilité des bases en Ukraine, parce que toutes les bases ukrainiennes sont des cibles pour les Russes. Oui. Donc installer des F-16 sur des bases qui vont être bombardées le lendemain, ça ne présente pas un grand intérêt. Oui. Donc il faut déjà que les Ukrainiens prennent sur eux-mêmes la partie infrastructure de l'accueil de ces avions. Alors on dit des F-16, mais ça peut être aussi des Typhoon de la première tranche, ou ça peut être des Gripen, enfin peu importe. Il y a un problème de vulnérabilité des bases en Ukraine. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que un avion ne vaut que parce qu'il transporte sous ses ailes. C'est-à-dire que il va falloir livrer avec ces avions un certain nombre d'armements qui peuvent être des bombes, des missiles, des pods de guerre électronique qui font partie du package. Et la disponibilité de ces équipements n'est pas acquise. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais il va falloir quand même vérifier tout ça. Ensuite, vous avez tout un tas de matériel, d'outillage pour la maintenance et la réparation de ces avions qui est absolument considérable. Il vous faut des bancs électroniques, il vous faut des bancs moteurs, il faut des moteurs de rechange, il faut des rechanges. Donc si vous voulez, tout ceci en fait pèse 10 fois plus lourd que l'avion lui-même. Et il va falloir trouver tous ces matériels, et bien sûr, à tous ces matériels correspondent au temps de formation. C'est-à-dire que vous devez former des pilotes, mais le pilote n'est rien sans ce qu'on appelle les basiers. Et les gens qui mettent en œuvre les avions, qui les réparent, qui les arment, qui les entretiennent. Et donc vous avez non seulement finalement la transformation des pilotes n'est pas grand-chose. Ce qui pèse lourd, c'est tout ce que je viens de citer, c'est-à-dire tout l'environnement autour de ces avions. Oui, je comprends, Marc Chassillan. Donc c'est pas demain la veille. Donc je dis ça parce que vous savez combien nous voulons aller vite, et malheureusement dans l'information parfois nous voulons aller trop vite. C'est pas demain la veille que l'Ukraine va disposer d'avions venus de pays de l'OTAN. En fait, il faut comprendre que l'armée de l'air ukrainienne a été en grande partie détruite, et qu'il s'agit de la reconstruire. Donc vous imaginez bien que la reconstruction d'une armée de l'air ne va pas se faire en 15 jours. Voilà. D'ailleurs, Zelensky réclame des avions le plus tôt possible. Il sait très bien que ça ne va pas se faire en 15 jours. Il le sait très bien. Oui, exactement. Je pense que M. Zelensky doit porter un discours et doit porter un message qui est tout à fait clair. On l'a tous entendu. Mais derrière, il a quand même tout un état-major qui est en train de lui expliquer que tout ceci ne va pas se faire rapidement et que ça prendra forcément du temps. Ben, évidemment. Aujourd'hui, quel est l'état de l'aviation ukrainienne ? Comme je le disais tout à l'heure, elle est dans un sale état parce qu'elle a perdu une grande partie de ses appareils. Alors, elle n'était déjà pas très grande en termes de volume, mais dans les premières semaines du conflit l'année dernière, elle a perdu énormément d'avions, alors que ce soit dans le ciel, qui ont été détruits dans le ciel, mais aussi qui ont surtout été détruits au sol. Par des attaques russes. Donc en fait, aujourd'hui, l'armée de l'air ukrainienne est assez maigrelette. Il leur reste quelques avions, voilà, mais ça n'est plus grand-chose. Et d'ailleurs, on le voit bien, puisque son influence sur le cours des combats est extrêmement faible. Merci Marc Chassillan, merci, c'est passionnant. Évidemment, à chaque fois, consultant spécialisé dans les questions de défense, il y a des questions que l'on doit poser et il y a des réponses que l'on doit obtenir. Ça nous permet de mieux comprendre les messages des uns ou des autres et ça nous permet d'arrêter de tirer des conclusions un peu hâtives. Il est 10h42, vous êtes sur Sud Radio, merci d'être avec nous. Je reviendrai tout à l'heure sur la visite de Zelensky, de Volodymyr Zelensky en Europe. J'y reviendrai dans notre 11-12 avec nos députés parce que Volodymyr Zelensky a accordé une longue interview au Figaro qui est très très intéressante. Il dit beaucoup de choses. Il dit notamment pour les Russes, la victoire, c'est s'emparer de l'Ukraine. Pour les Ukrainiens, la victoire, c'est de défendre puis de récupérer tout notre territoire, Donbass et Crimée. Vous voyez qu'on est bien loin de la paix dont parlent certains qui, sans vraiment connaître ce qui se passe sur le terrain, pensent que la paix, ça se décrète et que tout à coup, on va réunir autour de la même table et Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. On en est bien loin. Il est 10h43. Merci d'être avec nous.
Dans un instant, nous allons évoquer un autre sujet, un sujet évidemment, là encore, un sujet qui occupe l'information depuis 3 jours maintenant. Plus de 16 000 morts après le séisme en Turquie et en Syrie. Et là encore, je pose une question, et c'est une question que nous nous posons tous. Pourquoi est-il impossible de prédire un tremblement de terre? Eh bien, on va en parler dans un instant avec un autre spécialiste. J'aime beaucoup avoir comme ça des hommes ou des femmes qui connaissent leur sujet. Jean-Paul Montagnier est sismologue à l'Institut de physique du globe de Paris. Il est notre invité dans 2 minutes, 10h43.